Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Let's Focus On, celui qui valorise les parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Notre invitée du jour est originaire du Cameroun et du Bénin. Son leitmotiv, valoriser la diversité des cultures. En 2020, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale et aujourd'hui, elle vient nous présenter son projet Omboa. Sans plus tarder, Let's Focus On Anne-Jennifer Chikou. C'est parti! Anne-Jennifer, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Let's Focus On. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie, notre magazine dédié à la promotion, à la valorisation des parcours et des initiatives de personnalités afro-caribéennes. Et aujourd'hui, on va parler de ton initiative Omboa. Qu'est-ce que ça signifie Omboa? Alors Omboa, ça veut dire chez soi, à la maison. Normalement, ça se prononce Mboa. Ça vient du Douala, qui est un dialecte camerounais, puisque je suis originaire du Cameroun et du Bénin. D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui ne te connaissent pas, peut-être? Alors oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Anne-Jennifer, j'ai 30 ans. Donc comme je le disais, je suis originaire du Cameroun et du Bénin. J'ai grandi et je suis née en région parisienne. Et puis, j'ai un parcours scolaire un peu classique, hein. J'ai fait un bac scientifique, 2 ans de prépa littéraire, j'ai intégré une école de commerce, j'ai travaillé dans le marketing digital et comme tout le monde pendant le confinement, grosse prise de conscience et j'ai décidé de tout arrêter pour lancer ma boîte. De sauter le pas, pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, Omboa, ça signifie chez soi. Comment a démarré l'aventure Omboa et concrètement, de quoi il s'agit? Alors, c'est plein de petites choses qui ont fait que j'ai décidé de lancer Omboa. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais lancer Omboa. Je dirais qu'il y a 2 grosses histoires. La première, c'est une histoire hyper personnelle avec ma petite sœur. Donc, j'ai une petite sœur qui a 12 ans aujourd'hui, qui s'appelle Joyce. Et il y a quelques années, je suis allée la chercher à l'école. Et quand je suis allée la chercher à l'école, elle était en train de pleurer. Je lui ai demandé, mais Joyce, pourquoi tu pleures? Et elle m'a expliqué que c'est parce que sa copine, Clara, lui a dit qu'elle pouvait pas être la Reine des Neiges, parce que la Reine des Neiges, elle est pas noire, et que les noirs, ça peut pas être des princesses, ça n'existe pas. Donc moi, j'ai trouvé ça très dur, sorti de la bouche de cette petite fille, et je pars du principe, en fait, que les enfants, en fait, disent ce que leurs parents et la société leur montrent. Et je me suis dit, mais c'est hyper dommage, en fait, qu'il y ait ce manque de valorisation et de représentation de nos cultures. Et du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches et je me suis rendu compte du coup avec des études que globalement 80% des Français trouvent que la diversité c'est génial, mais que dans les faits en fait ils sont peu à connaître, interagir ou échanger avec des personnes culturellement très différentes d'eux. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent pour la moitié par manque d'occasion.
Et je me suis dit, c'est dommage que les gens échangent pas par manque d'occasion. Donc, j'ai décidé de créer ces occasions d'échange et de rencontres entre des communautés très différentes, avec cette volonté de valoriser les cultures de chez nous. Et c'est comme ça qu'Omboa est né. Du coup, dans le cadre de Omboa, tu organises des ateliers. Tout à fait. Avec principalement, ce sont des femmes qui sont à l'initiative de ces ateliers-là. Exactement. Pourquoi les femmes ? Pourquoi les femmes ? Parce qu'en fait, je me rends compte que dans ma culture, en tout cas, que ce soit au Cameroun ou au Bénin, les femmes font énormément de choses, mais elles sont pas forcément hyper mises en avant. On a plein de mecs, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, qui sont mises en avant. Et les femmes, en fait, elles sont un peu mises de côté, elles sont pas forcément hyper valorisées. Il y a énormément de métiers qu'elles font, que ce soit des métiers artisanaux, des métiers autour de la gastronomie, des métiers autour de l'art. Il y a énormément de femmes qui sont présentes, qui font des choses exceptionnelles. Et à côté de ça, elles sont peu mises en avant. Donc le premier point, c'était une volonté de mettre en avant les femmes et de redonner à César ce qui appartient à César. Donc vraiment, de les mettre sur le devant de la scène. Et le deuxième point, c'est une question de transmission. Souvent, c'est les femmes, c'est les mères, c'est les grands-mères qui vont transmettre le savoir-faire, transmettre les connaissances. Et pour moi, c'était important en fait de permettre à toutes ces femmes d'incarner la transmission. Donc voilà, sans parti pris. Alors, ces femmes, tu les appelles les Nawé ? Les Nawé, tout à fait. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça m'a interpellée. Eh ben, Nawé, qui se prononce en réalité Nawé, ça veut dire femme en Fongbe, qui est un dialecte du Bénin. Du Bénin. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, tu as parlé de culture. Pourquoi est-ce important pour toi, justement, de valoriser en fait ces différentes cultures ? Parce qu'on vit en fait dans une société où on est amené à rencontrer plein de gens et à interagir avec des gens qui viennent de partout. Et on peut pas juste rester avec sa communauté dans son coin. On doit apprendre et avoir cette curiosité d'aller vers l'autre, de connaître l'autre. C'est ça en fait qui va faire qu'on vit dans une société harmonieuse. Il suffit de voir ce qui s'est un petit peu passé dernièrement avec les élections par exemple. On est dans une société multiculturelle, on peut pas le nier, ça ne va pas changer. Et du coup, il faut avoir cette curiosité, cette envie de vouloir aller vers l'autre, découvrir l'autre et apprendre un petit peu plus de la culture des uns et des autres. D'accord. Tu parlais d'ateliers tout à l'heure. À qui s'adressent tes ateliers et concrètement, comment est-ce que ça se déroule ? Où est-ce qu'on peut... comment faire pour pouvoir s'inscrire à tes ateliers ? Alors, à qui s'adressent ces ateliers ? C'est une grande question. Je dirais qu'on a deux types de publics. On a d'une part les afro-descendants qui ont envie de se reconnecter avec leurs racines et qui viennent à nos ateliers pour un petit peu réapprendre ou redécouvrir les cultures de chez eux. C'est hyper marrant, mais par exemple pour un atelier où on apprend à faire du ndolé, il va y avoir des Camerounaises qui disent voilà, moi je connais le ndolé, c'est ma mère ou ma grand-mère qui faisait le ndolé, j'ai jamais appris à le faire, et voilà, je viens pour apprendre à faire le ndolé à 30 ans, donc c'était hyper rigolo. Et la deuxième partie, c'est en fait des personnes qui ont cette curiosité de vouloir découvrir de nouvelles cultures. On a beaucoup par exemple de couples mixtes, d'enfants métis, de personnes qui ont des amis afrodescendants dans leur entourage et qui ont envie en fait d'en apprendre un petit peu plus et de découvrir en fait toutes ces cultures. Donc ça c'était la première réponse, mais j'ai oublié la première question. Alors je disais comment se déroulent concrètement tes ateliers ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire pour participer à ton atelier, à tes ateliers ? Alors j'ai créé une plateforme, donc un site internet qui s'appelle omboa.com où les personnes peuvent se rendre. Elles ont accès en fait à toute une liste d'activités qui sont proposées par toutes ces Nawé. Donc elles vont choisir l'activité qui leur plaît en fonction de leurs appétences, de leurs envies du moment ou de la culture qu'ils ont envie de découvrir. Ça peut être un cours de poterie lobby, traditionnel lobby, ça peut être un cours pour apprendre à faire une crème à base de beurre de karité, tapisser un pouf avec du tissu bogolan, etc., etc. Donc c'est vraiment selon les envies. C'est varié. C'est très varié. Il y avait cette volonté de vouloir faire de la gastronomie, de l'artisanat, mais également de l'art. Parce qu'on a toujours cette connotation de voyage. Et quand on voyage, on va dans des marchés pour goûter des trucs, on va rencontrer des gens, on va regarder des expositions et on va également essayer de fabriquer des petites choses ou du moins regarder l'artisanat. Donc après les personnes choisissent l'atelier qu'elles veulent, elles réservent directement sur la plateforme et en fait nous on travaille avec un réseau de lieux partenaires, des hôtels, des tiers-lieux, des restaurants, des personnes qui ont envie d'accueillir nos ateliers et donc le client une fois qu'il a réservé sa place se rend dans le lieu partenaire avec lequel on travaille et il peut faire son atelier. D'accord. Et alors comment tu les sélectionnes, ces Nawé ?
Et ben ça aussi c'est une grande question. Au départ, je suis allée chercher des personnes, c'était très compliqué, beaucoup sur les réseaux sociaux, donc des groupes Facebook, des comptes Instagram. Il y a énormément de choses par exemple qui se passent sur Facebook. Facebook n'est pas mort contrairement à ce qu'on pense. Il y avait des groupes de cuisine, des groupes de passionnés de tissus, des groupes de femmes qui faisaient des dessins, des peintures. Donc je vais sur ces groupes-là et je leur dis hello, j'ai un projet, j'ai envie de valoriser vos savoir-faire et votre culture. Est-ce que vous voulez me suivre? Et il y en a qui m'ont dit ok, et c'est comme ça que j'ai eu mes premières Naoui. Et maintenant en fait on a un petit formulaire sur le site internet où en fait on a tout souvent des demandes entrantes. Donc dès qu'on a une demande entrante, on passe toujours du temps pour appeler la personne, découvrir un petit peu plus sa culture, son savoir-faire, ses motivations, parce que notre critère numéro 1 c'est l'envie de vouloir transmettre et de vouloir partager. Bien sûr. Et une fois qu'on a eu un petit match et qu'on est ok, et ben hop, elle devient une Naoui. Tu en parles avec beaucoup d'engouement, donc moi je pense que je vais m'inscrire à l'un des ateliers parce que ça m'a l'air vraiment très intéressant et je vous le recommande aussi. J'aimerais revenir sur un point, Anne-Jennifer. Tu as dit tout à l'heure que tu as lancé, ce projet est né pendant le confinement notamment. Donc comme beaucoup d'entre nous, nous avons sauté le pas pour nous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? Le plus difficile par rapport... Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi par rapport au lancement de ce projet ? Aujourd'hui, tu t'es lancé, certes, pendant le confinement. Il y a des réalités sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors les réalités, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut casser un petit peu les pensées limitantes qu'on a. Moi, j'avais énormément de pensées limitantes avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, comment est-ce que je vais faire ? J'avais cette envie de me lancer, mais je savais pas trop par où prendre le bout. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée et je suis tombée sur des programmes du coup qui existent et qui permettent en fait à des femmes un peu comme moi de sauter le pas et de se lancer. Donc ça s'appelle HEC Stand Up et c'est vraiment eux qui m'ont permis de mettre le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat et qui m'ont aidé en fait à casser toutes mes pensées limitantes et à me lancer. Et à te lancer. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui ? Quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui, comme toi, aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui peut-être hésitent ? Eh ben, lancez-vous, renseignez-vous. Franchement, n'hésitez pas à candidater à ce type de programme. C'est vraiment des programmes qui sont faits pour nous. On s'adresse à des femmes venues de tout horizon, sans jugement de compétences, sans critères financiers, juste à des femmes qui ont envie, en fait, de se lancer et de concrétiser leur projet. Donc, allez regarder, inscrivez-vous, faites-le. Ça coûte pas d'argent, c'est juste du temps et de la motivation qu'on met dans ce projet-là. Et ensuite, il faut oser. En fait, moi c'est vraiment ce que je retiens. Je me souviens de Nathalie, en fait c'est celle qui nous donnait un petit peu des enseignements pendant ce programme, qui arrêtait pas de nous dire oser, 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 parce que si on n'ose pas, il se passera rien et au pire il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Alors du coup tu es incubée à la station F. Oui, tout à fait. Alors c'est une grande fierté parce qu'en fait, je sais pas pour celles et ceux qui connaissent, Station F, il y a un restaurant à côté qui s'appelle La Felicita et j'étais tout le temps en train de squatter là-bas et en regardant les personnes avec le badge Station F et je me suis dit un jour, moi aussi j'y serai. Et du coup maintenant que j'y suis, je suis hyper fière. Ça prouve en fait que le projet marche, que ça fonctionne et qu'en fait on peut y arriver en fait. On peut y arriver, il suffit de faire tous ces petits pas et il suffit de ne rien lâcher pour concrétiser ces projets. Mais alors, quel est le processus du coup ? Quels sont les critères pour pouvoir être incubé à la station F ? Alors, il faut que le projet ait une part de digital, c'est hyper important, on est quand même dans la Startup Nation, donc il faut qu'il y ait du digital. Et à partir de là, c'est purement une question de motivation de motivation et de travail. Il faut montrer en fait que son projet est un projet ambitieux qui peut potentiellement devenir gigantesque. Il faut montrer qu'on a eu des premiers clients. Il faut montrer qu'on a réussi à convaincre des gens. C'est tout ça qu'ils vont regarder. En fait, ils vont vraiment faire un audit de votre projet. Et si ça passe, c'est parti pour l'accélération. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le programme HEC Stand Up. Concrètement, comment ça se passe ? Parce que peut-être que ça intéresse les personnes qui nous suivent aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le format a un petit peu changé, mais en tout cas, à mon époque, la façon dont ça se passait, c'était un programme sur 8 jours. Donc, on arrive et on nous apprend. Déjà, on casse toutes nos pensées limitantes. On est vraiment dans la bienveillance, on est entre femmes, et chacune explique pourquoi elle est là, quel est son projet, quelles sont ses pensées limitantes par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, il y a vraiment ce cocon de bienveillance où on est là pour s'aider et s'entraider les unes les autres. La force du programme, en fait, c'est que même une fois qu'on finit le programme, on reste en fait connecté avec des gens de notre promo. Il y a encore des filles de ma promo avec qui je suis en contact quasiment toutes les semaines et qui ont continué leur projet, donc ça c'est top. On a des formations hyper concrètes sur comment vendre par exemple, et je me souviens de Nathalie qui nous pousse dehors et qui nous dit d'aller parler à des gens. Moi j'étais comme ça quand on m'a dit va dehors et va parler à des gens parce que je l'avais jamais fait. Ouais. On a vraiment des formations hyper concrètes. Ce qui est hyper intéressant également, c'est qu'on a toute une structure de mentoring. C'est bien d'être confronté, de confronter son projet à des experts et à des professionnels. Donc ça c'est un petit peu après la formation, mais on est accompagné, on est mentoré par des personnes qui sont expertes dans notre domaine, ou du moins dans un domaine de compétences que nous on n'a pas forcément. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on nous suit. Moi le programme, je l'ai fait quand? Je l'ai fait, le confinement c'était quand même il y a en 2020, il y a 2 ans quand même, ouais. Et je suis toujours en contact avec Stand Up, je fais toujours des choses avec elle. J'ai créé des synergies avec d'autres projets qui ont fait Stand Up. Je pense par exemple aux filles de Beauté Innée qui sont diplômées de la promotion qui vient de se terminer et qui sont devenues des Naoué. Donc du coup c'est assez incroyable. Il y a vraiment cet aspect de communauté qui est hyper fort. On sent le women empowerment, donc allez-y. Ça, non, on sent vraiment que ça vient du cœur, ça vient des tripes. Vrai, pour moi, la sororité, c'est hyper fort, c'est hyper important. Enfin, dans l'entrepreneuriat, c'est une réalité. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, quand on trouve des femmes et de surcroît qui nous ressemblent, on les lâche pas. On les lâche pas. Alors, il me semble que tu as une chaîne YouTube? Oui, tout à fait. Justement, c'est un petit peu la continuité de tout ça. J'essaye de partager mon expérience en fait de l'entrepreneuriat parce que Homebois, c'était une question de représentation. J'avais besoin de montrer à ma petite sœur qu'il y avait des femmes noires qui faisaient des choses extraordinaires. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de rôles modèles aux États-Unis, mais en France, il y en a beaucoup moins. Du moins très peu, et du coup j'avais envie en fait de montrer du début de l'aventure jusqu'à je sais pas où j'irai, mais j'avais envie de partager mes enseignements et mes apprentissages, et c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Alors qu'est-ce qu'elle en pense justement, cette petite sœur aujourd'hui? Et aujourd'hui ma petite sœur elle veut être entrepreneur également. À la base elle voulait être maîtresse, parce que voilà c'est un petit peu les modèles qu'elle avait l'habitude de voir, puisque ma maman est AVS, et finalement elle s'est dit moi aussi je veux faire comme toi, je veux lancer mon entreprise plus tard. Et du coup, je suis hyper fière parce que je me dis, c'est pour ça que je fais ça, quoi. C'est pour inspirer les petites filles. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite à elle et à d'autres petites filles aussi que ça pourrait inspirer. Alors Anne-Jennifer, on a une tradition dans cette émission. J'ai peur. On a des questions un peu insolites qu'on aime poser à nos invités. Es-tu prête à répondre à nos questions insolites? Je suis prête à répondre. Alors c'est l'heure des questions insolites. Alors Anne-Jennifer, quelle est ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise? Faut laisser-moi réfléchir. Il y en a eu tellement. Ma plus grosse bêtise, la plus grosse bêtise récente, c'est une très très bonne amie à moi que j'ai invitée à Station F, et je la présente à des collègues et là j'oublie totalement son prénom. Mais c'est pas genre une amie que je connais depuis 2 semaines, c'est vraiment une bonne amie, et quand je fais l'introduction, je dis je te présente, et là trou total. Donc c'était mon grand moment de malaise. Si tu étais une héroïne, laquelle serais-tu et pourquoi? Si j'étais une héroïne, je serais, alors c'est hyper cliché, mais je la trouve tellement, tellement inspirante, je serais Michelle Obama, parce qu'en fait, c'est un petit peu la femme de l'ombre. Tout le monde dit que c'est elle qui avait les manettes aux commandes. C'est une femme puissante, c'est une femme généreuse, c'est une femme inspirante. Enfin moi, elle m'inspire au quotidien, donc je serais Michelle Obama. Ton péché mignon? Le sucre, c'est terrible. Le sucre, je passe ma vie à grignoter, le sucre. Un secret à nous révéler sur toi? Un secret à vous révéler sur moi. Laissez-moi réfléchir. Je suis pas une fille qui a beaucoup de secrets. Un secret. Tu peux dire, j'en ai pas? Ouais, j'en ai pas. J'en ai pas. Franchement, j'ai pas de secret en fait. Je suis assez transparente, donc un secret à révéler sur moi, je saurais pas vous dire. Je suis une femme sans secret.
Un cœur à prendre ou un cœur pris? Un cœur pris. Merci Anne-Jennifer. Merci beaucoup. Anne-Jennifer, on arrive à la fin de notre échange. Merci à toi, merci pour toute cette belle énergie positive. Je pense que plus d'une sont inspirées et plus d'un aussi, je l'espère. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à adresser à notre audience, aux personnes qui nous suivent aujourd'hui? Un dernier mot, je dirais oser en fait, parce que votre seule limite finalement c'est les étoiles. Il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y a pas d'envie trop ambitieuse, donc lancez-vous et puis osez concrétiser vos rêves. Alors cette semaine, nous avons choisi de vous présenter une jeune créatrice. C'est parti pour la découverte de la semaine avec HD Design. Alors, HD Design, c'est tout simplement le H de Hawa et le D de Dema. C'est une aventure qui a commencé en 2021. C'est parti donc de mon mari, étant donné qu'il est chanteur international. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas exploiter justement son milieu. Donc, j'ai commencé par l'habiller. Et comme toute personne, reproduit les tenues de l'artiste. Donc on en a fait notre commerce. Et ensuite, j'ai introduit la collection femme, la collection garçon, puis la collection enfant. Dans ma collection, je mets les deux. Donc on peut retrouver le côté mauritanien, donc tout ce qui est les melpas, tout ce qui est les grandes tenues 3 pièces, aussi bien du prêt-à-porter. Côté Mali aussi, on peut retrouver tout ce qui est la broderie, tout ce qui est le tissu basin, donc du polo mat, etc. Et ensuite, le côté sénégalais, que j'ai aussi apporté, donc tout ce qui est près du corps, dentelle, basin, voilà. Tous les tissus que l'on peut trouver en fait au sein d'Afrique. Donc ma dernière collection, oui effectivement, j'ai mis en avant la Mauritanie. Donc viva Mourabitoun. Et donc j'ai mis en avant tout ce qui est melfa, les tenues 3 morceaux des hommes. Et comme on est en plein dans la période de Ramadan, donc voilà, j'ai voulu clore avec la Mauritanie. Alors, mes créations, c'est moi-même qui les crée. Donc, dans certaines des collections, vous allez retrouver du prêt-à-porter, donc qui est typique en fait de ce qui sort soit du Mali ou soit de la Mauritanie. Et ensuite, j'intègre 2 ou 3 créations en plus. Voilà. Alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc sur la page HD, Instagram, HD Design 2021 et sur Snap, HD Design 21. Likez mes pages et suivez-moi. Merci à vous qui nous suivez, merci à mon équipe ainsi qu'à tous mes partenaires. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne Vox Africa.